Did you know Tide has been upgraded to provide an even better clean in cold water? Tide is specifically designed to fight any stain you throw at it, even in cold. Butter? Yep. Chocolate ice cream? Sure thing. Barbecue sauce? Tide's got you covered. You don't need to use warm water. Additionally, Tide Pods let you confidently fight tough stains with new Coldzyme technology. Just remember, if it's gotta be clean, it's gotta be Tide. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouvel épisode du podcast Touchdown Actu. Aujourd'hui, on se dirige en Californie. On va du côté de Los Angeles pour continuer nos previews, nos pastilles. Un jour, une équipe. On va parler des Chargers aujourd'hui. Vous le savez, chaque jour, on parle d'une équipe. On a parlé des Vikings hier. On parlera d'une autre équipe demain dont j'ai oublié le nom alors que je viens de le voir il y a 5 minutes avant que l'enregistrement démarre. Les Packers. Voilà. Mais aujourd'hui, on va parler des Chargers. Et pour parler des Chargers, donc, de Los Angeles, je suis toujours avec Raph Masmejean. Salut Raph. Salut Lucas, bonjour à toutes et à tous. Raph, on va parler des Chargers, je l'ai dit, les Los Angeles, l'équipe coachée par Jim Harbaugh, qui a été plutôt performante l'an dernier. 11 victoires pour 6 défaites. Deuxième de la l'AFC West, ils se sont qualifiés en playoff. Malheureusement, ils ont perdu en wildcard face aux Texans. On en a parlé il y a quelques jours. 12-32, ils ont perdu. Et ils ont recruté quelques joueurs. Ils ont récupéré Trey Lance en quarterback numéro 2. Najee Harris, le running back qui est arrivé de Pittsburgh. Mike Williams, qui est revenu. Lui, le receveur. Tyler Conklin aussi est arrivé au poste de tight end. Ils ont pris Mickey Becton, Dante Jackson sur le poste de cornerback, tout comme Elijah Molden. Benjamin Saint-Just aussi est arrivé. Il y a eu quelques départs, notamment chez les running backs. J.K. Dobbins et Gus Edwards sont partis. DJ Shark et Josh Palmer, les receveurs, ne sont plus là. Joey Bosa aussi, l'un des historiques de cette franchise qui n'est plus là, qui est parti du côté des Bills. Poona Ford aussi n'est pas là. Voilà, quelques départs sur le troisième rideau aussi. Et là, Apple, Asante Samuel Jr. et Marcus May chez les cornerbacks et safety. Voilà, pas mal de changements. Raph, est-ce que cette équipe, tu la vois construire sur ce qui s'est passé la saison dernière? Et je te pose cette question-là parce que moi, j'ai une réponse assez claire, mais je te donne d'abord la parole. Oui, 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 il faut repartir des bonnes choses mises en place par Jim Harbaugh, ça c'est sûr. Jim Harbaugh qui est vraiment... J'avoue que moi j'étais pas le plus convaincu par son retour et j'ai jamais été le plus grand fan de son style, mais force est de constater que dès qu'il prend une franchise en main, que ce soit au niveau universitaire ou au niveau NFL, il met en place un programme sérieux et ça se met à gagner. Alors pas toujours jusqu'au bout et pas toujours le titre suprême, mais en tout cas ça gagne. Donc oui, je pense que Harbaugh a des idées très claires sur ce qu'il veut mettre en place et ce qu'il veut faire, et donc les Chargers vont repartir là-dessus, c'est certain. Et du coup, des idées très claires de Jim Harbaugh, pardon. Mais sur quoi on s'appuie? Quels sont les points forts de cette équipe? Je te dis ça parce que l'an dernier, pour Ouais. moi, il y a une équipe qui fait 11 victoires, 6 défaites, qui va en playoff, et c'était presque, entre guillemets, inespéré. On n'imaginait pas sur la première saison d'Harbaugh, quand on voyait l'effectif. Mais après, quand on regarde un petit peu plus le calendrier, je dis pas qu'ils ont profité d'un calendrier très faible, mais quand on regarde les quarterbacks qu'ils ont affrontés, quand on regarde les matchs qu'ils font, c'est vrai que je dis pas qu'ils sont arrivés là par hasard, mais j'ai du mal à imaginer, et je commence un peu par la fin, les voir répéter, entre guillemets, cet exploit, en tout cas cette belle performance. On le verra sur mon pronostic. Mais pour moi, l'an dernier, c'est pas un mirage, mais c'est pas forcément la première pierre d'une construction qui peut faire avancer cette équipe et la faire progresser. Alors là où je te rejoins, c'est que je pense aussi que l'an dernier, ils ont été un peu en sur-régime grâce au calendrier. Et je pense que c'était pas une équipe vraiment à 11 victoires. Pas une vraie valeur d'équipe à 11 victoires. Par exemple, on parlait il y a 2 jours des Texans qui avaient 10 victoires. Les Texans me semblaient clairement meilleurs que les Chargers. Et d'ailleurs, en playoff, ils les ont écrasés. Donc, je pense aussi qu'ils étaient en sur-régime, mais ce qu'on peut quand même trouver, je trouve, comme éléments sur lesquels bâtir, enfin, en tout cas, sur lesquels Jim Harbaugh compte bâtir cette franchise et qui peuvent aider à aller plus loin, c'est que tu as, à mon sens, hein, une défense qui a des trous, qui manque de talent, mais qui est quand même solide. C'est une équipe enfin, qui est physique, agressive, qui rate peu de plaquages, qui crée peu de pénalités en défense, qui est vraiment coaché sérieusement et qui du coup va embêter plus d'une attaque, va titiller plusieurs attaques, va permettre aux Chargers de rester dans le match. Et ça, je trouve que quand même déjà cette assise défensive qu'il a amenée, qui est encore à perfectionner et qui manque de talent, c'est certain, mais il y a quand même, à mon sens, il y a une assise défensive sur laquelle bâtir.
Et alors, c'est pas de son fait à lui parce qu'il était là avant, mais malgré tout, je trouve que Justin Herbert était assez propre l'an dernier avec les Chargers. Et je pense que Harbaugh sait ce qu'il va en faire et va le mettre progressivement de plus en plus au centre de son jeu. Et c'est un très bon quarterback. Donc pour moi, quand même, quand t'as un bon quarterback et une équipe qui certes manque de talent de défense, mais qui est sérieuse là-dessus, c'est quand même des bases intéressantes. Oui, là où je suis d'accord avec toi, c'est que tu l'as dit, et pour moi c'est vraiment le terme qui vraiment est le plus important dans tout ce que tu as dit, c'est que c'est une équipe qui est bien coachée. Et c'est vrai que c'est ce qui permet à cette équipe de remporter 11 victoires alors que potentiellement l'effectif ne vaut pas 11 victoires. C'est ce qui permet aussi d'aborder cette saison avec quand même de la confiance parce que elle a été bien coachée l'année dernière, elle sera bien coachée de nouveau. Harbaugh Hmm. a été bien coaché. Et c'est vrai que tu parles de cette défense, pour moi clairement cette défense elle est bien coachée parce que quand on rentre dans l'effectif de cette défense, en tout cas quand on rentre, on prend presque ligne par ligne, on dit que cette défense est un point fort entre guillemets, et c'est vrai, c'est ce qui va un petit peu porter cette équipe, c'est ce qui l'a porté l'année dernière. Mais est-ce quels sont les joueurs qui pour toi ressortent du lot? C'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup, tu vois, il y a pas beaucoup de noms, on a du mal à ressortir vraiment Il y en a, mais peut-être que là, c'est compliqué de ressortir quelqu'un, un nom, une ligne vraiment qui est très puissante Hmm. dans cette défense, parce que c'est plutôt la globalité aidé par les quarterbacks qui n'ont pas été vraiment très très bons l'an dernier, et aidé surtout par le fait qu'ils ont été bien coachés. Je te rejoins, tu as quelques très fortes individualités. Khalil Mack qu'on cite plus et on pensait qu'il allait ralentir, mais l'an dernier il a encore été excellent. On a un Derwin James qui est revenu à un très très bon niveau, je trouve, l'an dernier au poste de safety. Donc Khalil Mack, outside linebacker pour ceux qui le découvrent pour les nouveaux. Donc il y a ces deux joueurs. J'ai trouvé qu'au poste de linebacker, un Dayan Henley, le jeune joueur qui est en deuxième année l'an dernier, avait pas mal progressé et montré vraiment des choses intéressantes pour la suite. Donc je me dis que ça peut être cette année, pour sa troisième année, un vrai point, une vraie pierre angulaire du système défensif et un vrai capitaine. Mais oui, après, en dehors de ces trois joueurs-là, il y a des bons joueurs, des Cam Hart, des Tyree Steele au poste de Nickelback. Pour moi, sont bons, ils sont bons dans le système. Je sais pas s'ils vont continuer à progresser. C'est vraiment une des interrogations. C'est à quel point ces joueurs-là peuvent continuer à progresser. Mais je te rejoins, il y a pas une ligne entière où tu dis, OK, c'est que des cadors sur cette ligne et c'est mon point fort. Je suis d'accord. On parle d'habitude, on prend les points forts, ensuite les points faibles, et ensuite on parle de facteur X, vous en avez l'habitude. Aujourd'hui, on va un petit peu mixer. On a parlé de la défense, on va continuer à parler de la défense, et puis on parlera de l'attaque tout à l'heure. Tu as parlé des individualités de cette défense, de ses points forts, du fait que cette défense est bien coachée. Est-ce que pour toi, il y a des trous? Qu'est-ce que tu identifies comme peut-être lacune dans cette défense qui, quand même, qui reste pas, quand on regarde ça, la meilleure défense de NFL, même si statistiquement, on n'en était pas loin l'année dernière. Ouais, ouais, non, mais c'est en ça qu'on cesse de répéter qu'elle a été vraiment bien coachée. Bah, moi, la première peut-être faiblesse qui me saute aux yeux, c'est que c'est sur le pass rush en dehors de Khalil Mack. Je trouve qu'il manque quand même une vraie menace à l'opposé de Khalil Mack. Alors, Tuli Tupulotu n'entre que dans sa troisième année, donc peut-être qu'il va passer un cap. Mais c'est vrai que l'an dernier, il était déjà censé un peu prendre la relève de Bossa et de Mack et permettre une rotation à trois parce que lui était jeune, etc. Et on a bien vu que Bossa et Mack faisaient la majorité des snaps l'an dernier et que Tupulotu avait du mal à s'imposer. Donc peut-être qu'il le fera cette année, mais c'en est quand même pas bien certain. Et du coup, ouais, j'ai du mal à voir qui vient mettre la pression dans cette équipe vraiment de manière efficace, quoi. Oui, c'est vrai que je suis assez d'accord avec toi et c'est pour moi un point qui va être qu'il va falloir peut-être améliorer en effet, en tout cas il va falloir progresser parce que je l'ai dit, les quarterbacks, on en parlera tout à l'heure, qu'ils ont affronté la saison dernière, c'est pas forcément les quarterbacks qui vont affronter cette saison. Donc c'est vrai que c'est peut-être la principale lacune de cette défense. On va parler de l'attaque désormais. Tu as parlé de Justin Herbert, peut-être qu'on pourra l'évoquer tout à l'heure, mais autour de lui, qu'est-ce que tu penses autour de lui? Ses cibles, notamment, c'est peut-être le gros point faible de cette équipe-là. Il y a Ladd McConkey qui a été drafté l'an dernier et qui a été très bon. Et puis après, il y a, voilà, c'est tout. Il y a Ouais, Ladd ouais, McConkey. Non, mais je caricature un petit peu. Mais c'est vrai que Justin Herbert t'en parlait, c'est un bon quarterback. Mais malheureusement, autour de lui, en tout cas dans les airs, c'est compliqué. oui, oui, c'est compliqué. Sincèrement, c'est une escouade. Je sais pas vraiment quoi en penser. Effectivement, j'ai quand même plutôt envie de la mettre en point faible.
Mais il y a pas mal d'interrogations quand même autour de cette escouade. Déjà, est-ce que McConkey en deuxième année va confirmer? On sait que des fois les receveurs ont des petits franchissent des petits murs entre la première et la deuxième année, ont un mur parce qu'ils sont beaucoup plus analysés, beaucoup plus surveillés la seconde année. Donc c'est pas exactement pareil. Et d'un autre côté, tu fais revenir un Keenan Allen. Qu'est-ce que ça va donner? Tu draftes Trey Harris au deuxième tour. Tu draftes un autre receveur au cinquième. T'as Quentin Johnston qui entre en troisième année, que tu avais drafté au premier tour en 2023. Est-ce qu'il va enfin donner quelque chose ou pas? Ou est-ce qu'au bout de 3 ans, on n'y croit plus? Je sais pas, il y a tellement d'interrogations que je comprends qu'on puisse le mettre en point faible sans aucun problème, mais de l'autre, je me dis que c'est une espèce de facteur X en soi, le progrès potentiel de ces jeunes, le retour de Keenan Allen. Est-ce que c'est un groupe qui peut finalement aider Justin Herbert? Je sais pas quoi en penser vraiment. J'allais dire pour toi plus facteur X que point faible. Peut-être plus Factor X, mais on y reviendra. Je pense que le Factor X, c'est peut-être même toute l'attaque entière, mais Oui, parce que tu vois, et je vais enchaîner sur mon facteur X et ça va te donner raison. Pour moi, c'est plutôt le jeu au sol, le facteur X. Hmm, J'ai rangé ses cibles et le jeu aérien dans le point faible, pas forcément pour Justin Herbert, mais plutôt pour ce qu'il y a autour de lui. Et le facteur X, c'est le jeu au sol, parce qu'on sait, Arbo aime beaucoup le jeu au sol, son coordinateur offensif, Greg Roman, aime lui aussi beaucoup le jeu au sol. Ça a été une équipe qui a beaucoup joué au sol l'an dernier, et pourtant, ils hmm, ont gagné 110 yards par match, donc c'est quand même solide. Et pourtant, c'était pas statistiquement une bonne équipe au sol. C'est une équipe qui gagnait 4,1 yards par course. hmm. C'est la 24e moyenne. Donc, on pouvait imaginer que c'était une bonne équipe au sol, mais statistiquement, ça ne l'était pas forcément. Ça ne veut pas dire qu'il l'utilisait pas, parce qu'il l'utilisait à outrance, mais malheureusement, c'est vrai que c'était pas forcément, on va dire, très, très efficace, très productif. Et du coup, ils ont décidé de changer ça. Ils ont drafté Omarion Hampton, dont on ne parle pas beaucoup, parce que c'est vrai qu'il y a Ashton Genty qui a été drafté très haut par les Raiders, et donc du coup, on parle beaucoup de ce running back qui est censé être générationnel, et donc on s'attarde beaucoup sur lui. Mais Omarion Hampton, de ce qu'on nous dit, il a été drafté en 22e position cette année. C'est un joueur qui est très solide. C'est un joueur qui, derrière Genty, était très bon en NCAA, forcément. Donc c'est quelqu'un qui va pouvoir apporter d'explosivité. Et puis en plus, il arrive pour pas forcément être numéro un de suite, puisqu'on a récupéré Najee Harris, qui là encore, on peut discuter de la performance de Najee Harris, qui lui était derrière une ligne offensive chez les Steelers, qui n'était pas forcément toujours très efficace, mais qui n'a loupé quasiment aucun match depuis le début de sa carrière, qui est très durable, qui est dur au mal. C'est un running back Arbo, pour moi, par essence même. Et donc, du coup, c'est plutôt facteur X, parce que Harris, c'est pas Derrick Henry, mais ça peut être très bon. Marion Hampton, c'est un rookie, ça peut être très bon et en même temps ça peut mettre du temps à s'améliorer. Donc c'est vrai que pour moi le facteur X, c'est le jeu au sol, parce que avec un jeu au sol, ça va pouvoir un petit peu plus aider des cibles, des Justin Herbert, qui auront peut-être un peu plus de temps, qui auront un peu plus de latitude pour travailler avec un talent un peu moindre, on l'a dit. Et du coup ça risque, voilà, pour moi c'est vraiment le facteur X, parce que on le sait. Arbo et Roman aiment beaucoup jouer au sol, et Hmm. s'ils ont les armes, ils vont continuer du jeu au sol et de la défense. Là, c'est le rêve de Arbo, là. Oui, oui, non, c'est sûr, c'est son rêve, défense, jeu au sol et un quarterback utilisé avec intelligence, c'est clairement ce qu'il aime et ça va porter ses fruits dans plusieurs endroits. Ouais, non, je te rejoins, c'est vrai que ce jeu au sol peut totalement aider l'attaque parce qu'effectivement, tu l'as dit, l'an dernier, il était faussement bon. En fait, ils accumulaient, c'est à force de courir, mécaniquement, ils accumulaient les yards, mais pas forcément de manière efficace. Donc oui, est-ce que Mario Hampton et Najee Harris, qui sur le papier ont l'air d'être un beau duo. Quel cap ils peuvent faire passer à ce jeu au sol, ça va être un facteur X. Et je t'en rajoute un du coup sur cette attaque, c'est que on l'a vu il y a quelques jours, Rashawn Slater, le left tackle, s'est blessé pour la saison et peut-être même plus avec une très très grave blessure au genou. Donc on a aussi une ligne offensive qui perd un des meilleurs tackles gauche de la ligue. À sa place, a priori, ça va être Joe Alt, qui l'an dernier était rookie, qui était tackle droit l'an dernier, qui bascule à gauche avec une réorganisation de la ligne offensive, même la ligne offensive là, à l'instant T pour démarrer la saison, a des incertitudes. Donc je trouve, pour continuer ce qu'on disait, que toute cette attaque, en dehors de Justin Herbert, pose question. Et en soi, elle est un facteur X, jeu au sol, jeu aérien, parce que est-ce qu'elle va vraiment être bonne? Est-ce qu'elle va performer ou pas? S'ils performent avec une défense solide comme l'an dernier, ils peuvent essayer de faire aussi bien, hein. C'est pas impossible, mais ouais, beaucoup de questions quand même, je trouve.
Oui, beaucoup de questions, et notamment offensivement, clairement. Et moi, je terminerai cette analyse avant de parler du calendrier sur le fait qu'il va falloir quand même surveiller les quatrièmes cartons aussi. Tu as parlé d'un Justin Herbert. On sait ce qui tourne autour de Justin Herbert, c'est que c'est un bon quarterback, mais qui n'arrive pas Mm. encore à être bon dans les moments cruciaux, Chaud. que ce Ouais. soit dans les moments chauds, en effet, que ce soit en playoff. On l'a vu face aux Texans. C'est pas toujours tout le temps de sa faute, c'est rarement vraiment de sa faute, mais en même temps, c'est pas le quarterback qui va arriver à élever, à aller gagner le match. On rappelle c'était 27-0, il me semble, Mm. il y a quelques années où ils perdent alors qu'ils sont devant. Je dis peut-être une bêtise, mais en tout cas, ils étaient Ouais, ouais, non, c'était largement. ça. Contre les Jaguars, je crois, en plus de Ouais, c'est Trevor ça. Lawrence. Ouais. Donc c'est vrai que on a du mal à le voir performer et c'est le cas aussi dans les quatrièmes cartons des matchs de saison régulière aussi. Il faudrait vérifier la statistique, mais ils n'ont pas forcément été toujours très performants dans le quatrième carton alors qu'ils étaient devant. Donc c'est vrai qu'il va falloir surveiller ça et c'est pour ça que tout cela, une ligne offensive, un jeu au sol aussi, va pouvoir permettre à Justin Herbert d'avoir un peu plus d'assises et de pouvoir gérer un peu plus tranquillement entre guillemets ces moments chauds et qu'on va pas forcément lui demander de tout faire avec en plus du matériel au niveau des cibles qui est pas toujours adéquat. Justement, le calendrier de ces Chargers avec un match d'entrée face aux Chiefs, champion de la division, champion de l'AFC, ce sera un match au Brésil à Sao Paulo pour démarrer la saison. Il y aura ensuite un déplacement à Las Vegas pour affronter les Raiders, réception des Broncos, déplacement face aux Giants, réception des Commanders, déplacement face aux Dolphins, deux réceptions face aux Colts et aux Vikings, déplacement face aux Titans, réception face aux Steelers, déplacement face aux Jaguars, semaine de repos qui arrivera plutôt tard dans la saison, réception des Raiders puis des Eagles, déplacement à Kansas City puis à Dallas, réception des Texans et déplacement à Denver face aux Broncos. La fin de saison va être compliquée avec ce Mhm. Cowboys Texans Broncos. S'ils doivent aller chercher les playoffs en fin de saison, ça peut être compliqué, ça peut être chaud en tout cas. Quel est ton pronostic pour cette équipe qui, je le rappelle, l'an dernier affichait un bilan de 11 victoires pour 6 défaites? Ouais, je me suis fait la remarque qu'ils ont intérêt à emmagasiner les victoires avant leur bye week, parce que effectivement, les 5-6 derniers matchs, là, Et Eagles juste avant les Chiefs aussi, hein. Alors il y a les ouais, Raiders, mais après ce sera Eagles, Chiefs, Cowboys, Texans, Broncos. Bon courage. ouais, bah, surtout en fin de saison, avec des équipes qui vont sans doute jouer en tout cas Eagles, Chiefs, les premières places, etc. Bon, bref, ça va être costaud. Écoute, je pense que ça fait partie tous les ans. Il y a des équipes qui étaient en playoff et qui l'année d'après n'y sont plus. De mémoire, c'est en moyenne quatre équipes qui sont en playoff l'année A ne sont plus en playoff l'année suivante. Et je pense qu'ils vont en faire partie clairement. Et moi, je les ai à 7 victoires. Ah oui, ah oui, parce que Ouais. depuis quelques jours on est assez alignés. J'étais d'accord avec tout ce que tu étais en train de dire. Je les vois tomber un petit peu, je les vois pas forcément se qualifier en playoff, mais 7 victoires, ça veut dire passer en négatif pour toi. Ouais, franchement, la première, ouais, allez, 8 non, allez, 8 mais en tout cas, pour moi, il y a un vrai delta par rapport à l'an dernier. Quoi qu'il arrive, tu les vois pas être au-dessus de 50%. Tu les vois perdre plus de matchs que de gagner l'année prochaine. Je pense, ouais, je pense, sincèrement. Ouais, c'est vrai que moi je les vois à 9-8, donc je les vois pas beaucoup plus haut. Oui, ça, Mais je les vois quand même au-dessus de 50% parce que, on l'a dit, malgré tout ce qu'on vient de dire, malgré les points d'interrogation, il y a quand même des matchs qui peuvent aller gagner au début. Il y a quand même un bon coaching staff. Je pense que, on le disait, dans le quatrième quart-temps, c'est compliqué, mais en même temps, ils se font rarement dépasser et ils se font rarement rouler dessus. C'est l'équipe qui est quand même c'est régulière vrai. dans les matchs. Et quand on parlait de Eagles, des Chiefs, des Cowboys, je pense que ces équipes-là ne sont pas forcément ravies de jouer des Chargers en fin de Non, non, saison non. quand il va falloir aller Mm. gagner des matchs. Alors, on le sait, à Los Angeles, pour les Chargers, c'est pas toujours un avantage du terrain, mais jouer les Chargers en fin de saison, c'est jamais, jamais évident parce que on va peut-être gagner le match, mais en même temps, on sait qu'il va falloir batailler. On sait que c'est une équipe, même si elle est à 7 victoires, elle va pas lâcher. Arbo va jamais lâcher. Donc, c'est pour ça que je les vois accrocher des matchs et je les vois au-dessus de 50%. Peut-être, voilà, le bénéfice du doute pour Arbo. C'est intéressant que tu les vois en dessous de 50%. En tout cas, on va voir ce que ça donne pour les Chargers, mais c'est vrai que ça va être très intéressant de voir s'ils arrivent à confirmer la saison prochaine pour les Los Angeles Chargers. Donc, 7 victoires et 10 défaites. Donc, si je calcule bien pour toi, 9 victoires et 8 défaites pour moi. Mm. Quoi qu'il arrive, on est d'accord pour dire que c'est une équipe qui n'irait pas, selon nos calculs, en playoff. Voilà, c'est ainsi que se termine cette pastille avec les Los Angeles Chargers. Vous retrouverez sur le site un autre avis d'un autre rédacteur, bien entendu, qui va vous parler et on verra son pronostic, voir s'il est aligné avec le nôtre ou pas. En tout cas, vous pouvez retrouver ça sur les réseaux sociaux aussi. Vous pouvez nous suivre sur touchdownactu.com, bien entendu. Demain, je l'ai dit, ce sera les Packers. Raphaël, tu seras toujours là. Je crois que tu seras avec Raoul. Je ne sais pas si c'est la grande rentrée de Raoul. Il me semble que c'est la grande Je rentrée. crois.
je te laisse l'accueillir à bras ouverts pour parler des Packers. Il y aura Packers et Cowboys dans les 2 prochaines journées. Et puis nous, on va se retrouver. T'es un adepte des pastilles, hein. Tu crois que tu les fais toutes. On va se retrouver avec Ça a l'air moins cher ici, on m'a gardé. Ouais, ouais, c'est ça. Je me faisais la réflexion. Je pense que on est l'équipe B. Tu sais, nous, on est l'équipe. On est bien. On sait ce qu'on va te donner. On n'est pas grandiose. Tu sais, tu fais un podcast, c'est nous deux. Tu sais que voilà, on va pas être grandiose, mais en même temps, tu vois, le plafond est pas très haut, le plancher est pas très bas. Les autres, ça peut être exceptionnel. Tu peux avoir 17 minutes de grande qualité. Tu peux avoir 12 minutes un peu Ouais. plus bas. Nous, voilà, on va te livrer 18 minutes propre, pas ouf. Voilà, voilà, une belle moyenne, un 13. Tu vois, un beau Et 13, ça va. du coup, on ressemble un peu aux Steelers de Mike Tomlin des dernières années, quoi. Exactement, exactement. On est une équipe à 50%. On est une belle équipe à 50%. Mais Magnifique. il faut savoir jouer avec ses C'est faiblesses. vrai. Ouais, tu vois, moi, Totalement d'accord. tu m'offres un 9-8, je suis content, je suis en positif, j'essaye de construire sur la note. Voilà, ce qui est sûr, c'est qu'on fera pas un 4, et j'arrive même pas à calculer un 4-13. Mais on fera pas non plus un 14-2, quoi. Voilà. J'arrive même plus à calculer. Bon, voilà. Allez, vous aurez compris, c'est la fin, hein, de cette session de pastilles pour nous. Je vous laisse donc demain avec les Packers, et avec Raph et Raoul. Et puis, vous aurez tous les jours, jusqu'au début de cette saison qu'on attend avec impatience. Tous les jours, on va parler d'une équipe. N'hésitez pas à checker si votre équipe n'est pas encore passée. On mélange, on l'a dit cette année, donc checkez tous les jours. Allez, ciao, ciao. Et pas à demain pour moi, mais à demain. Ciao, ciao. The key to good skin is hidden deep in the ocean. Osea's Undaria algae body oil harnesses the powers of Undaria seaweed for silky, soft, and glowing skin. Clinically shown to instantly improve skin elasticity, Osea's Undaria algae body oil isn't your typical body oil. Get 10% off your first order with code SEAWEED10 at OSEAMalibu.com. Plus, free samples with every order and free shipping on orders over $50.